Amateurs de boxe, 12rounds.ca vous présente. Bonsoir à tous, ici Martin Fournier qui vous souhaite la plus cordiale des bienvenues à notre troisième podcast déjà de 12rounds.ca et en direct du Club de boxe champion aussi à Montréal. Dans le cadre de ce troisième podcast, nous ferons l'analyse des combats de Lucian Boutet et David Lemieux qui auront lieu respectivement les 30 avril prochains et 7 mai à Washington et Las Vegas. D'entrée de jeu, je vous présente nos trois collaborateurs à 12rondes.ca. J'ai nommé M. Jean-Luc Autret, co-rédacteur en chef. Bonjour Martin. Bienvenue, M. Autret. Nous avons l'honneur de recevoir M. Rénal Boisvert, qui est entraîneur de Steven Butler et Evelis Junior. Bonsoir, M. Boisvert. Bonsoir, mon cher monsieur. Et nouvellement, collaborateur à 12rondes.ca, M. Laurent Poulain. Bonsoir. Bonsoir, Laurent. À noter que nos collaborateurs qui ont participé aux deux premiers podcasts, M. Mike Bilodeau et Éric Yelemanov, sont absents. Un est en Thaïlande et l'autre en Russie. Pour commencer notre analyse du troisième podcast, commençons avec M. Autret. Il nous parle de la pertinence de Lucian Boutet d'affronter Badou Jack en combat de championnat du monde suite à sa défaite contre James DeGale en novembre dernier à Québec. Oui, Martin. J'ai voulu vous en parler un peu parce que il y a certains amateurs, mais particulièrement un columniste, un chroniqueur qui a écrit là-dessus. Moi, ça m'a surpris un petit peu. Quand ils ont annoncé ce combat-là entre Badou Jack et Lucian Boutet, j'étais pas particulièrement surpris. Moi, je considérais que Lucian avait pleinement sa place, mais il semblerait qu'il y en a d'autres qui ne pensaient pas ça. Là. Même que j'ai même lu que pour certains, ils considéraient que Lucian était devenu comme un faire-valoir pour l'élite des 168, qui était un peu comme la marionnette d'Harleman. Moi, je voulais remettre un petit peu les choses dans le contexte. Là. Des fois, les perceptions sont différentes. Il y a plusieurs raisons pourquoi que James DeGale a accepté d'affronter Lucian Boutet. Là. La première, moi, je pense que c'est un assez grand classique pour un nouveau champion, comme dans son cas à l'anglais James DeGale, là, qui venait juste d'obtenir son titre, d'affronter un ancien champion. Je pourrais vous donner des exemples jusqu'à demain matin ou la semaine prochaine, là, mais je vais vous donner des récents là, que au Québec on connaît. Là. Lucian Boutet, son deuxième défense, il a affronté William Joppy. Éric Lucas, il a affronté Pazienza. Adonis Stevenson, il a affronté Tabers Cloud à sa première défense après Chad Dawson. Puis même Jean-Pascal, il y en a sûrement qui ne s'en souviennent pas, là, mais Silvio Branco était un ancien champion du monde. Il l'a affronté même s'il était son aspirant obligatoire. Là. Lucian avait une valeur beaucoup plus ajoutée qu'un Silvio Branco de ce monde, étant donné que c'est un gars qui avait défendu à 10 reprises sa ceinture là, pendant 5 ans. C'est sûr qu'il y avait une valeur intéressante. Et en plus, c'est un gars qui attire la foule. C'est sans problème que James DeGale est venu se battre à Montréal. Là. Probablement que DeGale s'attendait à avoir un combat beaucoup plus facile. Après avoir vu contre Jean-Pascal à quel point il était hésitant. Là. Si on se souvient de la carte des juges, là, Lucian a gagné soit 4 rounds, soit 3 rounds, là, selon les 3 juges en place. Là, il y a même un gars qu'on connaît bien, Éric Lucas, qui était sur le bord du ring, qui, pour lui, considérait que Lucian Boutet avait gagné. Là, à ce moment-là, la perception est à travers les yeux de chacun, mais Lucian il a vraiment performé ce soir-là, qui remplace notre ami Chavez Junior, je pense que c'est tout à fait valable. Là, ça fait aucun doute. Là. Il y a plusieurs critères pour choisir un boxeur, un remplaçant dans des situations comme ça. Premièrement, ben, c'est important que le boxeur soit prêt, qu'il soit déjà à l'entraînement. Là. Lucian, c'était le cas. Depuis janvier, il était à l'entraînement. Il attendait d'avoir une date précise. Et il pensait même faire un gala à Montréal le 30 avril. Ça faisait pas un gros changement dans les plans. Là. Aller à Washington ou se battre à Montréal, la même journée, c'est le même fuseau horaire. Là. Le changement est très minime. Là. Puis évidemment, il fallait aussi que le remplaçant de Chavez, qui était pour affronter Badou Jack, soit un candidat intéressant pour PBC. Lucian n'était pas le seul. Évidemment, Matthew Murray, qui était un candidat intéressant, qui était dans le top 15. Les frères Durrell, André Anthony, même si Anthony a perdu face à lui. Josh Groves. Tous des gars qui ont soit boxé récemment ou qui vont boxer là. Dans le cas des frères de Gale, ils se battent le 29 avril, juste la veille. Martin Murray, un combat prévu le 7 mai. Josh Grove vient de se battre récemment le 9 avril. Fait que, à la fin de l'histoire, Lucian n'était pas le seul candidat intéressant. Il a pris la place à personne, ça ne fait aucun doute. L'an dernier, les gens autour de Lucian, si on l'avait donné probablement le choix, il aurait probablement pris Badou Jack au lieu de James DeGale. Puis aujourd'hui, on le voit dans les commentaires, là, entre autres, si j'ai bonne mémoire, Bernard Barré a dit ça, là, que
Badou Jack était un boxeur de moins fort calibre que James DeGale. S'il avait pu avoir le choix à l'automne, sans risquer là, que ça arrêtait leur choix, il l'aurait fait. Alors, je vous présente qui est ce fameux Badou Jack. Âgé de 32 ans, nationalité gambienne et suédoise, a participé aux Jeux olympiques de Pékin en 2008. Notamment, il a été le porte-drapeau de la Gambie. Fut toutefois éliminé au premier tour contre un Indien dans la catégorie des poids moyens par l'Indien Vijender Singh, qui a remporté par la suite la médaille de bronze en 2008. Il a conservé chez les amateurs une fiche de 150 victoires et 25 défaites. Donc, quand même un parcours. Et depuis, il a été champion national de la Suède de 2004 à 2008. Il a fait ses débuts chez les professionnels en 2009. Il est devenu champion WBC en avril 2015, évidemment contre Anthony Dirrell. Une victoire, encore une fois, majoritaire. Il y a 2 victoires majoritaires consécutives. Le dernier combat fut contre George Groves en septembre 2009. Il détient actuellement une fiche de 20 victoires, dont 12 par KO. Une seule défaite contre Derek Edwards en 2011. Et Derek Edwards a perdu contre Adonis Stevenson au 3e round. Donc, il ne faut pas faire la règle des 3, mais quand même, juste pour nous éclairer un petit peu sur la personne contre qui il a perdu. Et un verdict nul contre Marco Antonio Periban en septembre 2013. Sa défaite, c'est ça, c'est au premier round en février 2014 contre Derek Edwards. Ce qui est intéressant à noter sur Badou Jack, évidemment, c'est un droitier orthodoxe, gaucher. Sur l'ensemble des 118 rondes disputées en carrière jusqu'à présent, il détient un pourcentage de KO de 55 %, donc 12 KO réussis. Il a remporté ses 4 derniers combats, donc il est sur une belle lancée. À noter qu'au niveau contractuel, évidemment, il appartient au promoteur américain Floyd Mayweather. Et de plus, un élément intéressant à mentionner, il est actuellement entraîné par Eddie Mustafa Mohamed, qui fut champion du monde des mi-lourds de 1980 à 81 de la WBA. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, il a été aussi entraîneur de Chad Dawson, notamment, et de plusieurs autres champions du monde, notamment Johnny Tapia, Zab Judah, James Toney, pour ne nommer que ceux-là. Donc, quand même, un entraîneur bien réputé au niveau de la boxe comme telle. J'ai aussi fait une certaine analyse sur ses habiletés pugilistiques. Évidemment, M. Boisvert est mieux placé que nous pour faire une bonne analyse précise et correcte, mais toutefois, on peut constater que c'est un boxeur qui possède une bonne main droite, qui a quand même envoyé George Groves au plancher lors de son dernier combat, si vous vous rappelez du combat, que sa force de frappe est quand même à respecter. C'est peut-être pas un one-punch killer, mais quand même un boxeur qui peut faire un certain dommage. C'est aussi un boxeur qui met une certaine pression sur ses adversaires, aime boxer à l'intérieur, possède un très bon jab, ce que j'ai noté aussi, assez précis. Donc, il sera intéressant de voir comment Liu Chan pourra se débrouiller face à un boxeur de la sorte. Moi, je pense que la clé de ce combat-là, c'est que Liu Chan Bouté doit s'imposer dès le début des hostilités. Contrairement à l'ensemble de sa carrière et aussi à son dernier combat. Dieu sait que si Liu Chan avait débuté davantage, plus en force dans les 3 premiers rounds, on aurait pu avoir un résultat tout à fait différent. Donc, en ce sens-là, je pense que ça va être intéressant à suivre. Le début de combat, l'utilisation du jab, est-ce que Liu Chan sera en mesure de l'utiliser beaucoup plus efficacement qu'à son dernier combat? Ça sera intéressant à voir. Défensivement, je crois qu'il y a un style qui peut être tout à fait intéressant pour Liu Chan. Je le mentionne parce qu'il est quand même assez, entre guillemets, prévisible. Il se déplace, mais pas de façon très, très fluide, je trouve. Donc, pour Liu Chan, ça pourrait être intéressant, notamment en contre-attaque. Et Dieu sait que la force de Liu Chan Bouté, c'est souvent en contre-attaque et souvent l'utilisation de son uppercut au foie. Ça pourrait être intéressant à suivre. Cependant, juste pour conclure sur Jack, il sera à son 23e combat chez les professionnels, notamment son 3e combat en championnat du monde. 10 de moins que Liu Chan Bouté, quand même, ce n'est pas à négliger. Liu Chan en sera à son 36e combat professionnel et évidemment son 13e en combat de championnat du monde. Ce n'est pas un boxeur qui a dominé, évidemment, ses adversaires, d'où la pertinence, je pense, pour Liu Chan d'espérer battre ce gars-là. Mais encore là, je pense que la clé, c'est le début du combat. Il faut absolument que Liu Chan lance un message en début de combat, selon moi. Alors, voilà, c'est ce qui conclut essentiellement Badou Jack, essentiellement. Pour faire le lien des 2 dernières victoires de Badou Jack, évidemment, décision majoritaire contre Anthony Dirrell et décision partagée contre George Groves. Et à cet effet, j'aimerais entendre M. Boisvert sur l'analyse technique des 2 pugilistes en présence, Liu Chan Bouté et Badou Jack, pour commencer
Rénal avec Luchan. Merci d'abord, Martin. Pour Luchan, on le connaît assez bien. C'est un boxeur qui a compté sur sa vitesse, sur son jeu de pied pendant de longues années. Pendant toutes les années où il a été champion du monde. Maintenant, il doit passer à une autre étape de sa vie. Il a vieilli comme d'autres boxeurs. Il n'a plus la même vitesse. Il en a perdu beaucoup aussi au niveau de, si on veut, entre guillemets, au plan de la réaction, de la vitesse de réaction, qui n'est pas tout à fait la même chose que la vitesse comme telle. Donc, il doit composer avec une défensive un peu plus fermée. C'est l'avenue qu'il devrait normalement prendre. Donc, compter un peu plus sur des blocages, sur des esquives un peu plus compactes et sur une contre-attaque qui soit cinglante, mais qui soit en même temps mesurée. Donc, il faut qu'il soit plus prudent en vieillissant comme ça. Donc, ça, c'est le lot de tous les boxeurs qui sont vieillissants. Luchan ne fait pas de distinction avec ça. Là. Et à cet effet, Rénal, est-ce que ça pourrait expliquer le comportement et l'attitude de Luchan dans son dernier combat contre James DeGale? Souvent, il était en lancée et soudainement, il se retirait. Est-ce que ça pourrait rentrer un petit peu dans cette stratégie-là? Ça pourrait, mais normalement, il ne devrait pas faire ça. Normalement, il ne devrait pas se retirer de façon aussi vive parce qu'il perd des occasions de contre-attaque. Donc, normalement, il devrait se retirer, mais jamais trop loin de l'adversaire de façon à pouvoir revenir. Mais probablement que Luchan n'est pas habitué dans ce nouveau style de boxe qu'on lui a demandé d'adopter. Oui. Donc, les Fragan lui ont demandé d'adopter un style un peu plus agressif et fondé sur une défensive assez étanche. Luchan, c'est un boxeur qui se déplaçait beaucoup, qui bougeait la tête, qui donnait des angles. Maintenant, on passe un petit peu à un autre Luchan Boutet, on va voir comment il va se comporter. Badou Jack, c'est un bon opposant pour Luchan. Donc, la porte est grande ouverte pour Luchan parce que Badou Jack est bon, là. C'est un bon boxeur, mais avec certaines limitations. C'est un boxeur qui n'a pas un très bon jeu de pied, mais il est excellent quand même, là, parce que c'est un boxeur qui est conscient de ses limitations. Si on fait exception de son combat contre Edwards. Oui. Si on fait exception de ce combat-là où il est entré dans les coups d'Edwards, où il s'est fait surprendre, normalement, il est prudent. C'est un boxeur qui met de la pression, mais d'une bonne façon. Donc, avec une défensive étanche, ce qui ne l'empêche pas d'être explosif. Mais, encore une fois, même s'il est bon, ce n'est pas un boxeur exceptionnel. Et Rénal, comment tu peux qualifier la qualité de son jab? Un boxeur qui a un très, très, très bon jab, mais le problème que je vois dans Badou, c'est qu'il n'y a pas un jab que j'appellerais diversifié. En boxe, ce qui fait la qualité d'abord d'un jab, c'est sa capacité de variation. Il y a un bon jab, loin d'être mauvais, mais contre un boxeur qui donne des angles, qui bouge bien, un boxeur a intérêt à varier un petit peu son jab, de le lancer de plus d'une façon. Badou Jack est un boxeur assez mécanique. Il fait bien, sauf que son répertoire n'est pas immense. Ce que j'ajouterais à propos de Badou Jack, ce que j'aime beaucoup de ce boxeur-là, c'est un boxeur calme, patient. Et c'est ça qui lui a permis de gagner contre Darrell. Donc, il a saisi les opportunités, il ne s'est pas lancé sur Darrell. Il a mis de la pression, mais de façon posée, de façon intelligente, toujours conscient de ses limitations. Donc, il a pris le temps qu'il fallait pour aller chercher la victoire. Il est aussi, Rénal, très bon en contre-attaque. J'ai aussi noté ça. Quand même, se débrouille assez bien. Et Dieu sait que Luchan est très bon aussi en contre-attaque. Absolument. À mon avis, en contre-attaque, si Luchan retrouve un peu de ce qu'il avait auparavant, Luchan devrait avoir le dessus sur Badou Jack. Par contre, où Badou Jack est supérieur, c'est au niveau de la façon pour un boxeur d'entrer à l'intérieur. Tout à fait. Et c'est là où Badou Jack est supérieur à Luchan. Donc, Luchan va devoir composer avec cette difficulté-là. Luchan doit s'imposer en partant, doit lancer, parce que Badou Jack n'est pas invincible. Effectivement. Donc, il a tombé contre Edwards, il s'est fait ébranler contre Edwards. Luchan a les outils pour faire mal à Badou Jack. Merci pour cette analyse technique. Suite à l'analyse technique de Boutet et Jack, j'aimerais entendre M. Laurent Poulin, nouvellement collaborateur à 12rondes.ca. Laurent, comment vois-tu cet affrontement-là, Boutet et Badou Jack? Moi, je pense que malheureusement, Badou Jack va remporter ce combat-là. Premièrement, il vient de battre deux excellents 168 livres, Anthony Dirrell et George Grove.
Et Badou Jack trouve un moyen de gagner. Puis c'est un boxeur qui est endurant. Il ne va pas faiblir vers la fin du combat. Et la force de Bouté, il commence. Bouté, lui, il gagne la deuxième partie du combat, comme il a fait avec James DeGale. Mais Exact. James DeGale avait aussi faibli le Oui, combat absolument. auparavant. absolument, oui. Donc, Bouté va avoir de la misère à aller chercher ces rondes-là que Badou Jack ne va pas nécessairement lui donner. Et depuis, Laurent, il ne faut pas négliger le fait qu'il a battu Anthony DeRoll. Anthony DeRoll était invaincu. 27 victoires, dont 22 par KO. Il l'a quand même battu. Là. Oui, puis il vient de battre George Ross. Tout à fait. Il l'a même envoyé au tapis au premier Et, round. et depuis, il est reconnu comme un bon cogneur dans la division des super moyens, George Rose. Oui. Il n'a pas été ébranlé par George Rose. Donc, La chance que Bouté a, c'est d'essayer de lui faire mal. Lui rappeler ce qui est arrivé avec Derek Edwards. Le faire douter. Ça nous prendrait quasiment un Lucien Bouté plus agressif en début de combat. tout à fait. C'est la clé, je pense. Qui essaie d'aller vraiment le sortir, lui passer le KO ou prendre beaucoup de rondes d'avance, espérer tenir jusqu'à la fin. Moi, ça m'inquiète que le combat ait lieu à Washington. C'est le promoteur, c'est Mayweather. Est-ce que tous les rondes serrés vont aller à Très bon point. Badou Jack? Et Dieu sait qu'on s'attend à un combat assez serré. Bouté, Allez-y. pour l'emporter, il faut clairement qu'il domine. Ça peut pas être serré. Oui, Jean-Luc. Ben, c'est intéressant ce que tu dis, Laurent. Moi, j'ai parlé récemment aux gens dans l'entourage de Lucian. Je me suis informé à savoir environ à 2 semaines du combat s'ils savaient déjà qui seraient les officiels ou de quelle origine qu'il y avait. Et il n'y avait aucune espèce d'idée pour l'instant. Là. À 2 semaines du combat, là, il n'y avait pas d'informations. C'était seulement des Américains, des gens de Washington, il y avait des gens du Québec. Ça ne les préoccupait pas, mais il n'y avait pas d'informations. C'est pour ça que d'où l'importance, comme disait Laurent, d'avoir un combat qui soit assez dominé par Luchan, parce que si c'est moindrement serré, et Dieu sait que par le passé, on a vécu des grandes déceptions. On se rappelle de Ngujo. Ngujo, c'était contre José Luis Castillo. Effectivement, et sans oublier Paul Malignaggi. Ouais. On se rappelle bien. Dorin Spadafora. Ah ben évidemment, C'est le évidemment. pire jugement que j'ai vu. Tout à fait, un combat nul à l'époque, et Dieu sait que Léonard avait, selon moi, mais bon, c'est l'histoire. On ne refait pas l'histoire ce soir. Et d'autres combattants qui ont malheureusement perdu et qui devaient mériter, selon moi. Mais bon, à suivre. Moi, j'ai une question que je me pose sur Badou Jack. J'ai regardé évidemment plusieurs de ses Oui. récents combats, dont évidemment Gross et Durrell. J'ai trouvé qu'on a vu un Badou Jack différent, beaucoup plus agresseur avec Anthony Durrell. Il avançait un petit peu contre Groves, mais beaucoup moins. Il laissait beaucoup plus de la place à Groves d'avancer. Fait que je me pose la question, quel genre de boxeur on va-tu avoir le gars qui tout ce qu'il fait, c'est avancer par en avant ou il va gérer les mouvements à Lucian? Dans les deux cas, il a trouvé le moyen de gagner des rounds. Beaucoup de rounds serrés. Et de par son style, mais beaucoup de pression, toujours continuellement devant son adversaire. C'est lui qui dicte le rythme du combat. Et Dieu sait que ça peut avoir un effet lorsque le combat lorsque les rounds sont moindrement serrés. Et Ouais. Badou Jack, c'est une de ses forces. Ça met beaucoup de pression sur ses adversaires. Ben, moi, j'ai trouvé qu'il a fait moins avec George Rose. Ouais, Mais il l'a fait quand même un petit c'est peu. lui qui impose Mais le rythme. avec Darrell, là, c'était évident. Là, les derniers rounds, il est allé partiellement le 10e round, Ouais. si vous vous souvenez. Là, le outboxé complètement. Là. Puis évidemment, bon, même si c'est pas un grand facteur, mais quand même à noter. Badou Jack a 32 ans, Luchan a 36 ans. Donc, il y a quand même ça aussi qu'on doit considérer, surtout en fin de combat. Je sais que Luchan est en très, très grande forme, là, évidemment. Je pense qu'un élément qui est non négligeable et très, très difficile à cerner, c'est souvent, évidemment, l'aspect confiance. Et là encore, là, on va le voir en début de combat. Est-ce qu'on a affaire à un nouveau Luchan ou encore le même pattern, entre guillemets? J'ai un autre point intéressant. Il y a quelques jours, j'ai parlé à Lucian Boutet, puis j'ai posé la question à Lucian quand ils ont annoncé le combat. Évidemment, vous savez, la demi-finale est faite par James DeGale. Showtime fait un petit peu un build-up pour amener les deux gagnants de la demi-finale à la finale à s'affronter, là. Que ce soit Boutet, Badou Jack ou James DeGale. Là. Ou Roger Lino Medina. Évidemment. Ben, merci de le mentionner. Faut pas hein, l'oublier, parce que lui. je Qui tu d'ailleurs a prononces bien. perdu, contre James DeGale ou Badou Jack. C'est toute réserve, mais je Je crois qu'il a perdu contre Badou Jack. C'est ça, effectivement. J'ai posé la question à Lucian si lui était intéressé fortement à affronter de nouveau James DeGale. Pour Ah ben, lui, oh. ce qu'il aimerait beaucoup, c'est de unifier des titres, que ce soit contre un autre champion. Et je lui ai demandé s'il avait affronté James DeGale dans les quelques mois, années à venir, qu'est-ce qu'il ferait de différent? Puis c'est par rapport à ce que tu disais, Martin, c'est intéressant parce que il m'a dit les 3 premiers rounds, j'ai pas assez mis de pression. C'est clair. Il en est lui-même pleinement conscient. Il doit mettre plus de pression dès le début du combat. Il reste à savoir s'il va le faire. Donc, nous sommes maintenant rendus au jeu des prédictions. Alors, en vue de ce duel, Rénal, comment vois-tu ce combat-là?
du 30 avril prochain. Martin, je veux continuer à être d'accord avec toi. Pour moi, c'est un combat serré. Mais contrairement à toi, je ne me prononcerai pas. D'abord parce que je me sens quand même assez près de Lucian. Et aussi, je n'ai pas l'habitude de faire des prédictions là, lorsque des boxeurs québécois sont impliqués. Mais je pense sincèrement que le combat va être un combat serré. Donc, il serait évidemment très surprenant qu'on ait un chaos retentissant, là, peu importe du côté de chaque boxeur. C'est, selon moi, effectivement, un combat qui va aller à la limite, puis des rondes âprement disputées. C'est évidemment ce à quoi on s'attend. Tout à fait. Monsieur Poulain, j'aimerais vous entendre sur votre prédiction Bouté Badouchak pour le titre WBC des super moyens 168 livres. Bon, mais premièrement, je vais analyser les preneurs au livre ont Badou Jack favori à 4 contre 1. Ça, je suis pas d'accord. 4 contre 1, c'est beaucoup trop. Ce combat va être plus serré que la cote le laisse croire. Pour ce qui est de ma prédiction, le champion qui est le plus prenable pour Lucien Bouté est Badou Jack. C'est la meilleure opportunité présentement que Lucien Bouté a. Et on a vu contre James DeGale qui peut finir 12 rondes. Il a une bonne endurance. Howard Grant dit qu'il est à 70% de ses capacités de ce qu'il pouvait lui montrer, qu'il est rendu à 90%. Si c'est vrai, tant mieux pour Bouté. Toutefois, je vais être obligé d'y aller avec ma prédiction. Badou Jack, une décision serrée qui va laisser un goût amer où on avait probablement, nous ici, Bouté gagnant, ou peut-être que la télévision va voir Bouté gagnant et Badou Jack va finir par remporter ce combat-là. C'est comme écrit dans le ciel qu'il s'en va contre James DeGale en novembre ou en octobre. Des fois, on sait que c'est dur de changer le scénario que le promoteur a un peu choisi. Il va falloir que Bouté en fasse beaucoup. Là-dessus, tu as un très bon point, remporter. effectivement. Passer le message, comme on mentionnait précédemment, en début de combat, montrer que c'est un Lucien Bouté qui est là pour imposer son rythme et de faire réfléchir Badou Ce que Jack. j'espère, c'est qu'on va avoir la suite du combat contre DeGale. S'il commence le combat comme il l'a fini, là, il y a des très bonnes chances de gagner. Très bon point, Laurent. Et Dieu sait que si on avait eu en novembre dernier un combat de 15 rondes, je pense que Lucien Bouté sortait gagnant du combat, évidemment. Bon. Et aussi, Bouté, il faut qu'il comprenne que c'est peut-être la dernière chance en championnat du monde. Oui, mais Harley-Mun, quand Harley-Mun t'aime bien, tu peux retourner vite en championnat du monde. Un exemple, Badou Jack a perdu contre Derek Edwards, un KO, je pense, c'est en 1 minute. Effectivement, 14 mois plus tard, il est déjà en championnat du monde. Absolument. C'est sûr qu'il peut avoir d'autres opportunités, mais c'est sensiblement peut-être la dernière chance qu'il a de remporter un titre. Alors, M. Autret. Moi, je vais aller à contre-courant de mes collègues ici. Je pense que Lucian, il va pas nécessairement surprendre parce qu'ici au Québec, la grande majorité des gens vont prendre en faveur de Lucian, mais je pense qu'il va être capable de faire mal, particulièrement avec son uppercut au foie, qu'on a vu des tonnes de fois, mais qu'on voit beaucoup moins depuis, disons, 2012. On se rappelle Andrade, 2009. Oui, Andrade, on se rappelle Edison Miranda, qu'on a fêté Exactement. l'anniversaire récemment. Je pense que Lucian, ça fait longtemps qu'il l'a mis dans son petit sac, ce coup-là, puis je suis convaincu que les Grant l'ont travaillé, ils sont pas plus fous qu'un autre, là. Donc, je m'attends à ce que Lucian soit capable d'en faire assez dans un monde idéal qu'il envoie au plancher sans l'assommer, mais avec un coup au foie. Badou Jack, c'est un gars qui est capable de se relever, même si c'est très douloureux, un coup au foie. Là. Il va poursuivre le combat. Moi, je m'attends à ce que ça aille en décision. Dans un monde idéal, ce serait un chaos pour Lucian. Là. Mais je m'attends à ce que la décision soit assez serrée, mais en faveur d'un nouveau champion en direct de Laval. Le deuxième champion, entre guillemets, Made in Québec, qui deviendrait, dans le fond, 2 fois champion du monde depuis Arturo Gatti. Oui. Qui est non négligeable quand même. Ouais. Et de plus, suite à votre analyse, je crois que le style de Badou Jack pourrait convenir à Lucien Bouté, notamment parce que Lucien est un excellent contre-attaquant. Et le fameux uppercut au foie pourrait être une option. Mais Dieu sait que dans un combat, il se passe beaucoup de choses. Oui. Mais quand même, il y a un style qui pourrait permettre cela. Voilà. Puis je pense que le fait qu'il soit un gaucher, Badou Jack, il a pas affronté beaucoup de gauchers. Malgré ça, je pense que ça a le moins d'impact. Parce que souvent, moi, les entraîneurs, j'ai souvent posé la question, puis ils m'ont dit quand on se prépare pendant 8, 7, 9, 12 semaines, il n'y a pas d'effet de surprise. Quand tu changes d'adversaire à 10 jours du combat, c'est d'autres choses. Mais Badou Jack, il est pleinement préparé pour affronter un gaucher. Ce sera son deuxième gaucher consécutif, puisque George Groves était aussi gaucher. Intéressant, merci de vos commentaires. Pour ce qui est de l'animateur, je m'attends aussi à un combat excessivement serré. J'invente rien ce soir. J'aimerais aller pour Luchan, mais de façon très factuelle. Je crois que Badou Jack
risque d'en faire davantage. Et ce qui m'inquiète beaucoup, c'est les débuts de combat. Est-ce qu'à 36 ans, à son 36e combat en carrière, est-ce qu'on peut changer l'habitude d'un boxeur du jour au lendemain? Et à cet effet, je lance la perche à M. Boisvert. Est-ce que c'est possible ou dès qu'on se fait frapper solidement, on revient à nos vieux réflexes? Oui, c'est un bon commentaire. D'ailleurs, c'est pas un hasard qu'on ne voit plus tellement le coup classique de Luciano Foy, parce que lorsqu'on donne ce coup-là, il faut s'approcher de l'adversaire. Tout à fait. Donc, il faut s'avancer en direction de l'adversaire. Donc, on risque de prendre un coup en le faisant. Donc, il faut avoir confiance beaucoup en ses moyens. C'est là peut-être où le bas blesse là, par rapport à Luciano Boutet. Et un autre élément, un combat serré en sol américain chez l'adversaire. Évidemment, par le passé, on a vu certains combats qui n'ont pas été en faveur de nos boxeurs ici au Québec. Et ça, il ne faut quand même pas le négliger. Et c'est pour cette raison que je crois que dans un verdict, dans un combat très serré, je crois que Badou Jack va conserver son titre WBC. C'est ma prédiction. Donc, on passe à notre deuxième segment. Combat David Lemieux contre Glenn Tapia. Combat prévu le 7 mai prochain au T-Mobile Arena de Las Vegas, nouvellement construit. Évidemment, ce combat-là sera en sous-carte de l'événement entre Amir Khan et Saúl Alvarez. Et Dieu sait qu'une belle performance de David Lemieux, on pourrait qu'ici avoir un combat contre Canelo Alvarez à l'automne prochain. Alors, j'aimerais entendre M. Laurent Poulain sur Glenn Tapia. Qui est ce Glenn Tapia-là qui affrontera David Lemieux? Premièrement, merci Martin. Glenn Tapia est un boxeur âgé de 26 ans qui habite le New Jersey. Il est rentré dans son gym, un gym la première fois à l'âge de 8 ans. Chez sa fiche amateur de 130 victoires contre 13 défaites. Il a passé chez les pros à l'âge de 19 ans. Pour lui, son style ne cadrait pas bien avec la boxe amateur. C'est un bagarreur, c'est un gars qui est un peu kamikaze. Son premier combat pro est le 13 décembre 2008, une victoire au deuxième round. Après son 6e combat, il est signé par Top Rank. Son gérant est Pat Lynch, qui est le même gérant que Arturo Gatti. Et Glenn Tapia il vient du New Jersey. Il y a un parallèle à faire. Il a commencé à faire parler de lui un peu plus en 2010 quand il a servi de partenaire d'entraînement à Manny Pacquiao. Pacquiao se préparait pour un combat contre Antonio Margarito à Dallas. Et c'est là que les amateurs, les journalistes ont commencé à beaucoup le surveiller. Ils voyaient qu'il avait un certain talent, son style bagarreur qui plaît au public en général. À son 19e combat, il rentre dans les classements en battant Abraham Hahn, qui est un boxeur qui était invaincu à ce moment-là. Je crois que c'est son premier combat qui est télévisé en grande écoute. Et c'est à ce combat-là qu'il va l'amener dans les classements. Et son 21e combat, qui est une erreur de jugement probablement de son équipe, il l'envoie contre James Kirkland. Dans un combat où les styles, ça ne fonctionne pas, Glenn Tapia va manger une volée. L'arbitre s'interpose un peu trop tard. Kirkland rentre une main gauche d'une violence inouïe. Tapia se ramasse à l'hôpital, il suit des tests, mais il n'est pas gravement blessé. Suite à ce combat-là, Freddie Roach va le prendre sous son aile. Puis il va aller à Macao, en Chine, puis il va faire une grande performance contre Daniel Dawson. Il va être le deuxième à knocker Dawson, qui a une fiche de 45 à ce moment-là. C'est là que les gens vont penser que Glenn Tapia, c'était une erreur de parcours contre James Kirkland, que c'est corrigé les erreurs avec Freddie Roach. Après ce combat-là, il est classé 6e à la WBO et 2e à la IBF. Il est à une seule victoire de s'en aller en championnat du monde. C'est l'impression que ses promoteurs ont, que lui a, parce que ça va très bien, son style est vendeur. Et il va affronter, à son 25e combat, Michel Soro, un boxeur français, un excellent boxeur français. Oui. Et il est favori dans ce combat-là. Encore là, il va manger une raclée. Quatrième round, il se fait frapper à deux mains, il n'y a rien qui fonctionne. C'est le dernier combat de Glenn Tapia. Et lui, il va accuser, il va chercher des excuses. Il va dire qu'il était complètement drainé à faire le poids à 150 livres. C'est un boxeur de 5 pieds 11 pouces. Quand même. Il va dire que ça ne marche pas 154 livres. Et le fait que Freddie Roach n'a pas pu se déplacer pour venir l'entraîner, il va dire que ça ne lui a pas servi. Il aurait aimé avoir Roach dans son coin, les habitudes. En mars cette année, Top Rank va le lâcher. Il l'abandonne. Oui. Et tout de suite, il va signer Golden Boy et il annonce qu'il va monter à 160 livres. Après 11 mois d'inactivité, va affronter David Lemieux le 7 mai. Selon lui, à 160 livres, c'est son poids. Il ne va pas avoir besoin de l'obstacle de faire le poids est fini.
Il a très mal pris son combat contre Mhm. Michel Soro. Il a pleuré sur le ring, il blasphémait en entrevue. Lui, il est certain qu'il s'est reconstruit, que le mieux, c'est sa porte d'entrée pour retourner dans l'élite et montrer qu'est-ce qu'il vaut vraiment. Donc, au niveau de la puissance, est-ce que c'est un dur cogneur? Évidemment, le mieux en est exceptionnel. Est-ce que Tapia peut, disons, Tapia, offensivement, Tapia est un excellent boxeur. Il a 15 KO en 23 combats. Il est très bon à l'attaque. Il lance ses coups de poing, il a énormément de vitesse. C'est un excellent boxeur offensivement. Il est dangereux pour lui-même parce qu'il est trop courageux. Ça y amène rien. prend beaucoup de risques, Ah oui, oui. évidemment. Alors, Contre le mieux, c'est peut-être pas une bonne idée de planter les pieds et Effectivement. d'échanger. on risque de voir un combat qui va s'arrêter avant la limite. Hein. Ouais, peut-être Effectivement. avant le deuxième. Jean-Luc, est-ce que tu as quelque Oui. chose à rajouter? Tu posais la question s'il était avec Freddy Roach. Oui. On a un boxeur ici québécois qui est là-bas présentement, qui est au Walker, qui s'appelle Ghislain Maduma. Pour ceux qui ne savent pas, on a annoncé il y a 2-3 semaines là, en exclusivité que Freddy Roach est maintenant l'entraîneur de Ghislain Maduma. Et j'ai eu le plaisir de discuter avec Ghislain pour avoir un peu de nouvelles si effectivement Glenn Tapia était toujours dans l'entourage. Puis il me dit oui. Il m'a Excellent. confirmé ça là, dans les dernières heures. Il est arrivé environ une semaine. Donc, environ à 4 semaines là, du combat, là, Intéressant. physiquement, il est en très bonne condition. Là. Il est à l'étape de faire le peaufinement avec Freddy Roach. Justin n'a pas pu me dire avec qui il mettait les gants, mais il m'a dit qu'il mettait avec les gants avec un boxeur qui mettait beaucoup de pression. Donc, un peu dans le style de David. Question de savoir c'est si ce boxeur-là en question ferait aussi fort que David, ou plus, ou moins. On ne sait pas c'est qui. On va le savoir en début de combat, évidemment. Oui, ben assurément. c'est ça, c'est le C'est grand défi. Là. Comme Laurent l'a dit, là, moi aussi j'ai regardé ses combats. J'y souhaite bien sincèrement qu'au lieu de prendre les coups de David, qu'il mette le genou à terre. Là. Parce qu'il prend beaucoup trop de coups inutilement. Sa défensive devient un peu. C'est un boxeur qui refuse de mettre le genou au sol. Oui, Ok. ben, c'est ça. Il est trop courageux. Très hardi, Il veut c'est pas ça. mettre le genou au sol. Effectivement, Il, très hardi. il veut pas reculer. Hein. Les Tout à bras fait. deviennent un peu comme nulle part. Puis sa moyenne de défense, c'est sa mâchoire. Là. Et C'est- Dieu sait qu'on David Lemieux, ça ne pardonne pas. Ben, ça peut faire mal. Là. Effectivement. Et David aussi en même temps, David, suite à cette mésaventure du 12 mars dernier, David doit livrer un combat exceptionnel pour se repositionner, là, évidemment, pour un combat éventuel contre Saúl Alvarez. Donc, tous les deux ont beaucoup, évidemment, à perdre, mais aussi beaucoup à gagner face à ce combat-là. Il n'y a pas de doute. Tapia est sur mesure pour David Lemieux. Pas l'inverse. Toutefois, je fait. ne comprends Ouais. pas pourquoi on ne revient pas d'une inactivité d'11 mois en montant de catégorie de poids. Après avoir été passé un KO très violent contre ça, on ne revient pas. Donc, Il y c'est a ça. quelqu'un qui n'aime pas Tapia dans son entourage. Une forme de masochisme. Rappelez-vous de ça le soir du combat. Suite à cette présentation de Laurent sur Glenn Tapia, j'aimerais entendre Rénal sur l'analyse technique de Tapia ainsi que de David Lemieux. Comment voir ce combat-là? Pour moi, Glenn Tapia, son principal problème, c'est pas un problème technique, parce qu'il a quand même une assez bonne technique. Il pourrait faire beaucoup mieux que ce qu'il pourrait faire, mais ça semble être classique dans son cas. C'est quelqu'un qui suit pas le plan de match. Parce que, vraisemblablement, dans les combats qui étaient des combats plus difficiles, c'est clair qu'on lui demandait dans son coin de bouger, de donner des angles, d'avoir une bonne défensive, donc une défensive assez fermée, tout ça. Puis il y a les habiletés pour le faire, il y a des habiletés pour se déplacer. Mais il fait ça un round, 2 rounds maximum, et par la suite, il tombe au fond Dans son piège. dans un piège, Mhm. qui est un fond, un piège à ours, Mhm. qui constitue à se battre, à se mettre au niveau de son Mhm. adversaire. Ça a été évident, ça, avec, dans son combat contre Kirkland, où il a dominé le premier round facilement, en touchant Kirkland aisément, mais à partir du deuxième, et surtout à partir du troisième, là, c'est devenu un Tapia qui voulait échanger avec Kirkland, donc ça a vraiment causé sa perte. Par rapport à David Lemieux, le même point qui va servir le mieux, Tapia, malheureusement, ne l'a pas. Tapia, ses coups sont bien appliqués. C'est un boxeur en équilibre, capable de donner des angles, tout ça, une habilité à se déplacer. Par contre, c'est un boxeur qui n'est pas opportuniste, qui est généralement incapable de contre-attaquer suite à un coup qui est lancé par son adversaire. Donc, il n'y a pas le côté immédiat de la Ok. contre-attaque. C'est ça qui est la force de Lemieux. Donc, cette faiblesse-là de Tapia, Lemieux, s'il bloque ou s'il esquive, il peut revenir sur un 10 cents
Et un seul coup peut faire énormément de dommages. Et un seul coup de Lemieux peut faire des dommages irréparables. Est-ce que Rénal Tapia, d'un seul coup, peut quand même ébranler son adversaire? Est-ce qu'il est reconnu comme un puissant cogneur ou moyennement cogneur dans la division des poids moyens? Je ne pense pas que c'est un puissant cogneur, surtout lorsque on monte de poids. Okay. C'est très, 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 très rare qu'un boxeur qui monte d'une catégorie transporte sa force de frappe. C'est-à-dire qu'il va avoir une force de frappe comparable à celle qu'il avait un point inférieur. Donc, il va avoir la même force de frappe. Ça n'augmente pas beaucoup, là. Il y a des exceptions, mais j'ai beaucoup de doutes parce que Tapia, à l'origine, c'est pas exceptionnel comme c'est le cas pour le mieux. Donc, intéressant. Merci, Rénal, de cette analyse technique, le mieux Tapia. Donc, ce qui nous amène à faire notre jeu des prédictions en vue de ce duel-là. Évidemment, on ne serait pas surpris de penser que David va l'emporter. J'invente rien ici ce soir. C'est à savoir quand en début de combat, parce que Dieu sait que le mieux, évidemment, est un dur cogneur, surtout le style de Tapia qui peut favoriser effectivement un knockout rapide. Et en ce sens-là, j'aimerais entendre Laurent. Comment vois-tu ce combat-là? Ma prédiction, Tapia au tapis. Et aussi rapidement qu'au deuxième round. Le mieux est là pour... la télévision est là. Le mieux a une chance de combat contre Saúl Alvarez. Il ne va pas prendre son temps. Là. La télévision américaine, tout le gratin va être là. Il va l'assommer au deuxième round. Peut-être un round d'études. Je ne vois pas comment Glenn Tapia peut monter à 160 livres et espérer mieux paraître contre le mieux qu'il a paru contre Michel Soro, qui est un 154. Il va d'une règle de 3. Effectivement. Et le fait que tu sembles croire que ça peut se régler en moins de 3 rondes, le fait que David a été, entre guillemets, inactif depuis presque 11 mois, est-ce que ça pourrait peut-être le ralentir en début de combat ou pas nécessairement? Autant ça pourrait le ralentir, autant il a faim, puis il a probablement hâte d'être sur le ring. Bon point. Peut-être qu'il pourrait être gêné par le public, puis ça va être gros cette semaine-là à Las Vegas. Mais ça fait beaucoup de distractions, oui. Ça va être gros aussi pour Glenn Tapia. Moi, je crois au deuxième round, dès le deuxième. Et il ne faut pas cligner des yeux. Effectivement. Et toi, Jean-Luc, comment vois-tu ce combat-là? J'ai de la misère à aller dans l'autre sens, quand même. Là. Écoute, Glenn Tapia, je trouve ça important de le dire, mais c'est pas un jambon. Moi, j'ai déjà vu David Lemieux en conférence de presse après un combat s'excuser devant un journaliste pour dire je suis désolé, ça n'a pas été long. Parce qu'il se fait souvent, régulièrement, critiqué par les amateurs, comme quoi qu'il affronte toujours des pas bons, des jambons, des pieds de céleri. Là. Glenn Tapia, il change de catégorie. C'est un boxeur qui a quand même des qualités. C'est un boxeur qui est offensif, mais il y a malheureusement les défauts qui fit bien avec les forces de David. Puis David, il a l'instinct du tueur. Moi, je pense que ça va finir au troisième, mais c'est pas bien grave, ça finit au deuxième. Là. La tendance est lourde. Là. Une victoire de David Lemieux, assurément, ça c'est clair. Oui, c'est clair. En fait, un combat de retour dans les faits. Ce que je souhaite avec Glenn Tapia, la plupart du temps, c'est qu'il reçoit des coups, et il ne tombe pas. C'est l'arbitre qui arrête le combat parce qu'il en reçoit trop, ça n'a pas de bon sens. Ça, c'est triste parce que le boxeur, il subit des dommages. Quand il reçoit 12 coups de flush de la part de David Lemieux, c'est pas bon pour la caboche. Là. Je m'attends pas à ce qu'il mette les genoux au sol parce que c'est pas ce genre-là. Je pense que Golden Boy, là, justement, il l'a signé quelques jours avant d'annoncer ce combat-là, dans le but parce qu'il savait très bien que Tapia ne va pas se retrouver au sol, ne va pas faire la planche après 25 secondes. Lui, il va résister au coup, il va s'essayer, mais c'est pas bon pour sa santé. Moi, j'aimerais rajouter que dans la catégorie des 160 livres, de plus en plus, Golovkin parle de monter à 168. Il n'arrive pas à affronter Canelo. Canelo a l'air intéressé. Canelo, sa propre catégorie de poids, 155 livres. Golovkin va peut-être répondre au défi de Gilberto Ramirez à 168 livres, qui est la nouvelle coqueluche mexicaine. 34-0, je pense, c'est ça? Oui, 34-0, vient de battre Arthur Abraham. Exact. Ici, Golovkin monte à 168. Et on sait qu'il y aurait Ramirez, il y a aussi James DeGale qui est prêt à l'affronter. Ce serait un succès. Et que s'il faut que Canelo reste à 154 livres, parce que la WBC va finir par lui enlever la ceinture ou l'obliger de la défendre à 160 livres, le chemin est ouvert à David Lemieux pour régner sur la division des 160. Ouais. Je ne crois pas qu'il peut battre Golovkin, on l'a vu. Il tient son bout contre Alvarez. Mais si on les retire les deux de la division, il peut régner sur cette division-là et on pourrait avoir de très belles années à venir avec David Lemieux. On n'a qu'à penser à Billy Joe Saunders. Moi, avec tout respect pour Saunders, effectivement, David pourrait battre Saunders, selon moi, sans problème.
combat intéressant. Daniel Jacobs aussi serait un combat intéressant à 160 livres aussi. Donc, ton point était très Juste intéressant. des gars que David Lemieux peut battre. Tout à fait, absolument, absolument. J'apprécie votre analyse et j'aimerais vous lancer. Bon, on parle beaucoup d'un combat potentiel avec Saúl Alvarez. Est-ce qu'il est logique de croire que sitôt qu'à l'automne 2016, on pourrait avoir un affrontement Lemieux-Alvarez? Ben, ça a souhaité, mais moi, j'y crois pas tellement. Canelo, est-ce qu'il a vraiment intérêt à aller affronter un gars comme Lemieux qui peine à faire 160, qui n'acceptera pas d'aller à 159,5 là? Lui, il veut se battre à 155 livres. C'est un peu profond comme problème, là. Ils ont le même promoteur, ils ont tout intérêt à faire parler de ça. C'est sûr qu'ils ne diminueront pas. Camille Stéphane va nous en parler aussi. Oui. C'est pas de mauvais augure. Moi, je pense que tout dépendant de ce qui va arriver, Golovkin, comme Laurent vient d'en parler, s'il change de division, ben il y a plusieurs titres qui viennent vacants, hein, tout d'un coup. Absolument. Hein. Ça crée beaucoup de fenêtres d'opportunités pour David. Canelo, il n'y a pas besoin d'attirer les foules, il n'y a pas besoin d'un Lemieux pour attirer le monde. C'est déjà fait. C'est déjà fait. Déjà à Américaine, c'est vraiment gros. Là. Dans une possibilité que Golovkin reste à 160, au moins pendant les 2 prochaines années, moi je pense que là, ça pourrait arriver. Là. Que Lemieux soit dans la position que la seule fenêtre de possibilité pour redevenir champion du monde, c'est d'affronter Canelo. Mais si la donne change, je pense pas que ça va arriver. Oui, Laurent. Moi, j'ai une théorie à Oui, propos allez-y, on vous écoute. des 160 livres. Il y a Billy Joe Saunders, qui Oui. est champion de la WBO, était supposé affronter à la fin du mois Max Burzak. Il s'est blessé au poignet. Il a été ouvertement critiqué pour le choix de Burzak, qui n'est pas un grand boxeur. J'ai l'impression, comme on voit un peu, Badou Jack a choisi Lucien Boutet un peu pour se mesurer à James DeGale par Évidemment. Boutet, le comparable. Et je crois que Billy Joe Saunders va être intéressé à faire taire les dénigreurs pour son choix de Max Burzak, qui n'aura peut-être pas lieu ou plus tard, pourrait choisir le mieux pour se mesurer avant d'aller faire le coup d'argent, parce que Golovkin, ton promoteur, va un peu acheter les ceintures. Il est prêt à donner 8 millions, ou je pense que c'était 7 ou 8 millions US à Billy Joe Saunders. Et Billy Joe Saunders va peut-être se mesurer à le mieux dans l'idée d'aller contre Golovkin. Et là, le mieux aurait des bonnes chances de le battre. Ah, aussi, tout à fait. Absolument d'accord avec toi. Donc, il y a beaucoup d'opportunités pour le mieux. Parce que, évidemment, le fait que ce combat ait lieu en sous-carte de ce grand événement-là, c'est sûrement pas pour rien non plus. Il y a sûrement peut-être un plan derrière ça, évidemment, et du fait que les deux appartiennent au même promoteur. Donc, je me dis, est-ce qu'on est en mesure de bâtir ce grand événement-là pour l'automne? Mais si Canelo abandonne la ceinture de la WBC, pourrait nommer le mieux aspirant numéro 1 ou 2 ou lui offrir un combat de championnat pour la ceinture laissée vacante, possiblement contre Golovkin, qui n'accepterait pas de réaffronter le mieux. Et là, le mieux pourrait affronter l'aspirant numéro 3 et il peut avoir un jeu de domino. Mais beaucoup d'opportunités pour le mieux. Ça va être très intéressant à suivre et Dieu sait que ça commence avec une performance étincelante de David très importante le 7 mai prochain et par la suite, on verra ce qui arrivera. Vous, Rénal, comment vous voyez ça, ce jeu stratégique, le potentiel, le mieux Canelo? Est-ce que vous pensez que ça pourrait se concrétiser? Oh là là! C'est ça, c'est un petit peu... C'est difficile pour moi d'avoir un avis là-dessus parce que ça bouge beaucoup, c'est ainsi. Il y a beaucoup de... Mais je partage l'avis de Laurent. Ouais. Écoutez, merci infiniment de vos commentaires à cet effet. Et ça conclut notre 3e podcast déjà. Donc, sur l'analyse des combats, Lucien Boutet, Badou Jack pour le titre mondial des super moyens WBC, qui aura lieu le 30 avril prochain à Washington, et du combat David Lemieux contre Glenn Tapia en sous-carte du méga combat Saúl Alvarez Amir Khan. On vous remercie grandement à la maison d'avoir assisté à ce 3e podcast et qui sait pour le prochain, on pourra se retrouver avec nos 2 collaborateurs extérieurs et vous-même, donc on sera une grande table. Merci et à la prochaine. Merci de nous suivre via Facebook, Twitter et Google+.